Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui personnellement je vais pas dire me passionne, mais me fascine un petit peu si vous voulez. Ça me fascine parce que je trouve que ça fait appel à beaucoup de choses au niveau humain. Et ce thème, si vous voulez, ça va être non pas la différence, mais la relation entre la science et l'expérience, ou entre la théorie et la pratique. Pour vous contextualiser un peu les choses, dans mon métier, l'ostéopathie, on a été à la base, à la création de l'ostéopathie, dans une médecine très empirique, médecine d'observation, d'interprétation, puisqu'on n'avait pas encore les outils et les données scientifiques que l'on a aujourd'hui. Donc on a été énormément dans la supposition et dans l'interprétation de certains mécanismes physiologiques qui étaient évidemment erronés, mais la beauté de la chose, c'est que le principe de fonctionnement n'ayant pas changé, même si l'interprétation était fausse, on arrivait quand même à avoir du résultat et on avait des techniques efficaces. Et c'est toujours le cas. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ça, de ce regain de popularité que peut avoir la science actuellement dans la thérapie manuelle, dans le soin en règle générale, notamment sous l'essor des neurosciences. Euh, donc je vais parler de mode, hein, parce que en santé comme dans tout le reste, il y a des modes, et actuellement on est un peu dans la mode des neurosciences. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein, je le dis pas par jugement, hein, je le dis simplement par constat. C'est que en fait, l'avantage des neurosciences par rapport à... Enfin, l'avantage, c'est pas vraiment un avantage, c'est juste que les neurosciences sont ainsi, c'est que les neurosciences permettent un abord un petit peu plus global, un petit peu plus holistique de l'être humain que une science un petit peu plus fondamentale, un petit peu plus descriptive, même si la science en règle générale reste descriptive, et n'est pas prescriptive, elle est simplement descriptive. Et donc, les neurosciences, en fait, ont validé des théories, des hypothèses qui avaient été émises des fois des millénaires auparavant, simplement via un abord différent de la démarche, enfin de l'étude scientifique, on va dire. Donc, on a des études qui sont un petit peu plus holistiques et qui arrivent à prendre en compte maintenant de nombreux paramètres. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir un modèle, en tout cas, qui se rapproche de plus en plus de ce qui se passe vraiment dans la réalité. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la science, euh, son objectif, c'est d'essayer d'expliquer et de mettre en lumière le fonctionnement de ce qui se passe dans la réalité. Alors, soit en mettant en évidence certains mécanismes, soit en modélisant la réalité. Et en modélisant, donc en créant des modèles, on ne sera jamais complètement dans la réalité, on se rapprochera le plus possible. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des exceptions, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, mais ça je vais y revenir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et en fait, là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est que je remarque qu'il y a un petit peu deux écoles. On va dire même il y a deux extrêmes, d'accord. Il y a, je vais vous parler moi de l'ostéopathie, d'accord, parce que c'est mon domaine. Il y a dans l'ostéopathie des ostéopathes très traditionnalistes, c'est-à-dire qui sont vraiment empreints de la philosophie de départ, donc de Andrew Taylor Still, qui était, euh, qui était très vitaliste finalement, mais qui baignait un petit peu dans une sorte pas d'incohérence, je ne vais pas dire d'incohérence, mais qui baignait dans quelque chose d'aussi un petit peu religieux, un petit peu énergétique. Et certains, en fait, certains ostéos, je ne vais pas dire qu'ils sont dans le déni, mais préfèrent dire que mettre de la science un peu dans l'ostéopathie, c'est pas la bonne voie. Et puis il y a les autres, il y a les, je ne vais pas dire les scientistes, mais presque, les pro-scientifiques, on va dire, qui certains clament haut et fort qu'ils ne font que de l'evidence-based practice. Et c'est justement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui et vous montrer à quel point ça a été mal compris, à quel point ça a été presque diabolisé. Mais bon, ça c'est un petit peu comme dans tout aujourd'hui. De toute façon, dès qu'il y a des réseaux sociaux, notamment avec Instagram, ça a été déformé, mais n'importe comment. Donc j'aimerais vous expliquer très simplement pourquoi, d'une part, la science, elle est essentielle. D'autre part, comment on l'intègre facilement dans la pratique. Et troisièmement, qu'est-ce que l'evidence-based practice? Bon, je vais mélanger un peu tout ça, hein, je vous ai fait 3 points, mais ça sera un peu tout mélangé.
Donc, pour commencer, j'aimerais sortir un petit peu soit du traditionnalisme, soit quelque chose de très pro-scientifique, presque scientiste, tout simplement parce que ce sont pour moi des approches qui sont très dogmatiques, qui ne sont pas représentatifs de la réalité, qui sont souvent représentatifs simplement du désir qu'a le thérapeute et de la sensibilité qu'a le thérapeute. Donc on ne peut jamais être totalement objectif, notamment quand on est soignant, tout simplement parce qu'on a toujours une affection particulière pour telle ou telle approche, pour telle ou telle technique, pour telle ou telle façon de soigner, tel ou tel type de patient, etc. Mais là où j'aimerais en venir, c'est pour simplement expliquer que le BP, l'Evidence-Based Practice, c'est quelque chose qui a été mal compris d'une part par les pro-scientifiques et d'autre part par les pro-traditionalistes, tout simplement parce qu'il y en a un qui disait que de toute façon il n'y a que l'EBR, donc l'Evidence-Based Research, donc en gros la recherche scientifique qui prime, l'expérience n'a aucun intérêt, ou très peu. Et il y a les autres qui disaient que de toute façon, ça fait des années qu'on fait la même chose, ça marche, donc peu importe ce que vous dites, peu importe ce que dit la science, on s'en fout. Voilà, on a deux camps un peu comme ça. Alors évidemment, il y a toujours des modérés hein, comme moi, mais il y a toujours voilà, des extrêmes dans peu importe le domaine. Donc en fait, le BP, donc je vais appeler ça EBP, l'Evidence-Based Practice. C'est vrai que c'est une vidéo qui est à moitié à destination des thérapeutes et à moitié à destination comment on appelle ça, des patients. Je perds mes mots. Le BP, si vous voulez, c'est un croisement, se situe à un croisement entre donc, la recherche scientifique, donc tout ce qu'on sait actuellement. Je tiens à signaler que la recherche scientifique, je rappelle, hein, ce n'est pas quelque chose de prescriptif, c'est juste quelque chose de descriptif, qui décrit des mécanismes, qui tente de modéliser le vivant, qui tente d'expliquer ce qui se passe dans la réalité. Il ne faut pas le diaboliser non plus. Donc il y a dans un premier pan la recherche scientifique, sur un deuxième pan l'expérience clinique, et sur un troisième pan, on va voir tout ce qui est préférence du patient. Et quand vous réunissez les trois, c'est là où vous avez le BP. C'est là où vous avez l'Evidence-Based Practice. C'est-à-dire que l'idée, dans le monde idéal, hein, quand tout irait bien et qu'on aurait énormément comment on appelle ça, de ressources, de recherche, etc., on se baserait sur ces trois paramètres-là, sur ces trois grandes familles de paramètres-là, pour déterminer quelle action est-ce que je vais mettre en place. Donc, par exemple, je reçois un patient qui souffre de douleurs lombaires. Je vais aller chercher dans la littérature scientifique actuelle qu'est-ce qui se dit. Est-ce qu'il y a effectivement des choses qui ressortent qui sont potentiellement plus efficaces que d'autres? Première chose. Deuxième chose, je vais devoir le confronter à mon expérience clinique. Est-ce que j'ai de l'expérience là-dedans? Est-ce que je vais me sentir à l'aise avec ça ou pas? Et troisième chose, c'est dans le désordre, hein, je vous ai cité dans cet ordre-là, mais on peut le faire dans un autre ordre. Et troisième chose, les préférences du patient. Si on me dit dans la littérature que pour le bas du dos, le thrust, donc les manipulations cracking, sont plus efficaces que les autres, mais que mon patient ne veut pas que je le manipule, est-ce que c'est pertinent, rationnel et utile d'aller manipuler mon patient? Non, voilà. Donc j'ai fait de l'EBP, Evidence-Based Practice. Point. Donc en fait, si vous voulez, l'EBP, on a voulu définir des choses, mettre dans des cases des choses que certains faisaient déjà instinctivement, naturellement. Simplement, ça permet de cadrer un petit peu plus les choses et de manière un petit peu plus de manière un petit peu plus pédagogique, guider certains qui pourraient être un petit peu perdus. Mais le problème, c'est que certains qui n'étaient pas perdus à la base, ça peut aussi les perdre davantage, soit dans la mauvaise interprétation de ce que c'est, soit au contraire, justement, dans l'idéalisation de ce que ça n'est pas, si vous voulez. Donc le BP, c'est vraiment ça, hein, c'est la réunion de ces trois paramètres-là, et au milieu, vous avez l'Evidence-Based Practice. Point. Il n'y a pas besoin de faire des trucs trop compliqués. La recherche va être certes importante, mais gardez bien à l'esprit aussi qu'il y a encore un monde, un univers de choses qu'on ne sait pas. On ne saura jamais tout. C'est ça qui est bien avec la science, c'est que la science, elle avance petit à petit et il faut émettre des hypothèses, les vérifier,
il faut aussi se servir de l'expérience que l'on a et il faut aussi surtout écouter les patients parce que c'est pour eux qu'on fait ça, quoi. Donc il faut savoir aussi se détacher un petit peu de cette expérience clinique-là et de cette littérature scientifique pour aussi s'intéresser un petit peu à ce que le patient veut et à ce que le patient nous et vous raconte, quoi. Parce que c'est ça un peu le cœur du truc. Et ça, c'est EBP, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, je vous garantis. Donc voilà, et puis, bon, ça rejoint ce que je viens de dire, mais de temps en temps, la science, elle est faite, enfin en tout cas l'étude scientifique, on va dire plutôt, c'est plus ça. L'étude scientifique, des fois, elle peut avoir un très très haut niveau de preuve, hein, méta-analyse en double aveugle, essai randomisé en double aveugle, pardon. Et pourtant, elle peut s'éloigner, mais du tout au tout, de ce qui se passe dans la réalité. Les études en double aveugle, les essais randomisés en double aveugle, en laboratoire, enfin, il y a des trucs que vous vous dites, mais dans la réalité, ça ne se passe absolument pas comme ça. Et en fait, l'étude sort, on a des résultats, et en fait, bah, des fois, on a des résultats qui ne sont pas forcément validés dans la pratique. Alors, je suis désolé, je vous avance ça comme ça. C'est pas très scientifique, mais je n'ai pas d'exemple à vous donner qui me viennent comme ça. Mais enfin voilà, après, vous doutez bien que la science n'est pas infaillible, tout comme notre raison, notre capacité à raisonner n'est pas infaillible. Il faut se baser, il faut avoir plusieurs curseurs. Au même titre que quand votre ostéopathe, votre kiné, votre médecin, etc. va faire un test, il ne se contentera jamais d'un test isolé. Il faut confronter les tests pour confirmer ou non la présence de quelque chose. C'est une démarche qui est essentielle. Parce que si je viens vous toucher le bas du dos, que vous me dites ah vous avez mal et que je vous dis ah bah là il y a une vertèbre machin ou il y a un muscle truc et que derrière je fais mon travail et que finalement ça va pas mieux, ben hein, ça n'a servi à rien. Donc voilà, c'était une petite vidéo simplement pour vous parler, pour vous démystifier un petit peu l'approche EBP, en tout cas la façon dont je la comprends. C'est pas parfait, c'est perfectible toujours. Mais c'était surtout pour vous simplifier un petit peu ça. De toute façon, j'essaierai de vous mettre, je vous ferai un petit schéma pour vous montrer les ronds et l'interaction des trois choses pour vous montrer où se situe un peu le BP et la façon avec laquelle ça peut se déplacer vers un des trois piliers. Donc gardez à l'esprit que la science cherche à modéliser, cherche à se rapprocher du réel, mais elle ne le sera jamais vraiment, tout simplement parce que la réalité, ça reste la réalité. La pratique, ça reste la pratique. La théorie, ça reste la théorie. Et c'est à nous d'essayer de faire du lien et d'essayer de lier un petit peu tout ça. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Lâchez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!